Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui je reçois Pierre Hilard. Bonjour. Bonjour. Alors je vais présenter Pierre Hilard et nous passerons aux questions que je lui ai préparées. Alors Pierre Hilard, vous êtes docteur en sciences politiques, professeur en géopolitique et essayiste, puisque vous avez écrit de nombreux livres. Vous êtes spécialiste donc, du mondialisme et on pourra citer parmi ces livres Minorité et régionalisme dans l'Europe fédérale des régions. Oui. C'est le premier en 2004. 2001. Ah, c'est 2001. 2001. D'accord. Oui. Alors 2004, ça doit être la décomposition des nations européennes. 2004, c'est la réédition. Ah, c'est la réédition. Voilà. Et 2004, c'est en même temps, 2004 ou 2005, je ne sais plus, la sortie de la décomposition. La décomposition donc, des nations européennes. Ensuite, il y a eu la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Ça, En 2007. 2007. Et enfin, donc c'est tous les 3 ans apparemment. Oui, bah là, c'est une rupture. Hein. Oui, parce que le dernier en date, c'était 2009. la Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. Voilà. Sachant que vous écrivez également de nombreux articles dans Le Figaro, dans le site Géostratégique, le réseau Voltaire de Thierry Messant. Ah oui, éclectique. Voilà, sulfureux, éclectique. La vérité toujours sulfureuse. N'est-ce pas Conflits actuels, que je ne connais pas, Intelligence et sécurité, et Balkan Info, que je connais mieux, puisque j'ai eu l'occasion d'y écrire, mais moins que vous. Ouais, et puis après vous. Donc, ma première question sera relativement courte, mais importante, je crois, pour ceux qui vous découvriraient et qui voudraient commencer par un livre en particulier. Quel serait le livre que vous leur conseilleriez et pourquoi ? Alors, j'allais dire mon premier livre, mais il est épuisé, Minorité et régionalisme, mais en fait, ce serait peut-être mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, où là, j'ai essayé de réunir les principaux éléments montrant, en fait, cette course effrénée vers l'instauration d'une gouvernance mondiale. Alors certes, depuis sa sortie en 2007, ce livre, on peut rajouter quelques informations, par exemple celles que je vais faire aujourd'hui, mais quand on a lu ce livre-là en 2007, on sait à peu près dans quelle direction on va. On est fixé. Voilà, on est fixé. Après, c'est comme vous savez, un appartement, quand les peintures sont faites, il peut peut-être rester un coin à faire, ne serait-ce que les toilettes, bon ben, ça change plus grand-chose. Voilà. Bien que ce soit un coin important. Mais oui, il faut que ça fonctionne. Oui. Voilà. Alors, justement, vous êtes venu avec un certain nombre de documents. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce que vous avez à nous apprendre, puisque vous suivez ça de très près, vous faites un travail de veille important sur le mondialisme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ces dernières semaines, ces derniers mois ? Alors, j'ai essayé de présenter les principales informations un peu dans un ordre chronologique. Cet été, il y a eu le fait que les États-Unis ont perdu leur triple A. Donc avec les fameuses agences de notation, mais tout le monde s'est excité sur l'endettement américain qui est faramineux. On dit l'endettement des États européens, grecs, italiens, espagnols, etc. C'est vrai, allemands aussi, puisqu'il y a un document de Handelsblatt, j'en parlerai tout à l'heure, qui parle du véritable taux d'endettement allemand qui est à peu près le triple de ce qui est officiellement admis. Oui. Mais dans le cas américain, par exemple, on a surtout évoqué donc la perte du triple A, mais vous savez, il faut toujours avoir ce réflexe. Quand il y a de grands événements, c'est la pièce de théâtre, mais il faut toujours voir un peu dans les coulisses, car il y a fois des méthodes qui consistent à polariser, en tout cas fixer les regards sur un événement, et on en profite pour faire passer autre chose, et cette chose en question, on ne la remarque pas. Et cette chose qui a été mise en place durant le mois d'août 2011 aux États-Unis, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une super commission, composée de 13 membres, 10 représentants du Parti démocrate, 10 représentants du Parti républicain, chapeauté par un 13e, le président des États-Unis, qui est une superbe commission qui va court-circuiter l'autorité du Congrès des États-Unis en matière politique, en matière financière, dans des situations où finalement, une situation d'urgence. Donc en fait, on a une autorité qui va pouvoir agir sans contrepoids, sans l'avis du Congrès, aux dépens du peuple américain. Une sorte de poursuite du Patriot Act ? Voilà. Alors en sachant, et ça j'en parle déjà dans mon livre La marche irrésistible, que vous avez eu au temps de Bush fils de nombreux documents qui ont été mis en place pour favoriser la dictature, mais documents qui sont suspendus et qui attendent l'arrivée d'un événement justifiant leur application. Parce que ces documents-là, ils ne sont jamais réalisés comme ça pour la décoration. S'ils ont été faits, ça veut dire qu'un jour ils seront appliqués. Et la super commission est l'élément en plus pour renforcer
cette dictature qui se prépare. Et malheureusement, on n'en a quasiment pas parlé. Oui, d'où vous tirez l'information alors, si je peux... Ah bah c'était sur les sites américains, Ouais. entre autres Infowar et compagnie. Et il suffit d'ailleurs de chercher, on voit bien que... Infowar, c'est Alex Jones, je crois. Entre autres, oui. Mais la chose est officielle. Ouais. Simplement, ça n'a pas été répercuté. Il y a plein d'événements. Vous savez, je peux vous citer cet exemple. Lorsque... je peux vous donner la date exacte, c'était le 27 février 2004. L'Allemagne a signé, enfin l'Allemagne de Schröder à l'époque, a signé un document avec George Bush intitulé Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle. Ça a fait la une des journaux allemands, la une des journaux américains. J'ai conservé le Herald Tribune de l'époque, il n'y a pas eu un mot dans la presse française. Voilà, et c'est ça qui est terrible, cette information qui est officielle n'a pas été répercutée en France. C'est plus par incompétence, si vous me permettez, que par volonté de cacher les choses, puisque c'était très officiel dans les deux pays concernés. Incompétence, mais aussi il y a des choses il y a des mots d'ordre. Ça, je ne peux pas croire que des informations de ce type puissent passer comme ça par inadvertance. Donc cette super commission mise en place, 13 membres, et qui va chapeauter le Congrès des États-Unis et pouvoir prendre des mesures dictatoriales. Donc ça, c'est voté. Enfin, ça n'a même pas été voté. C'est pas voté, ça a été imposé, mis en place. Donc en fait, on a eu l'affaire du AAA, tout le monde s'est focalisé là-dessus, mais derrière, on a fait passer autre chose. C'est ça qui est vraiment important. Sachant que la perte du AAA, c'est une agence sur les 3 qui l'a entériné. Mais voilà. C'est quand même un événement. C'est un événement, effectivement. La suite. La crise, l'endettement des États européens, crise qui remonte, on peut l'officialiser avec l'affaire de Lehman Brothers, mais en fait, déjà, les prémices, c'était 2006. Mais... c'est ça qui est terrible, l'endettement colossal qui touche les États européens et qui touche en priorité, je note un nom parce que je risque de l'oublier, qui touche en priorité la Grèce. En fait, même si les problèmes sont réels, ce sont des éléments qui permettent de justifier la mise en place de mesures en faveur de plus d'Europe, plus de gouvernance économique européenne, mesures qu'on ne pourrait pas prendre si le taux d'endettement était, si les problèmes n'étaient pas là. C'est ça qui est terrible, c'est que les problèmes qui secouent les États européens et l'Union européenne en particulier justifient la mise en place de nouvelles mesures qui servent le kiki, si je puis dire, chose qu'on ne pourrait pas faire si ces problèmes n'existaient pas. Donc d'une certaine manière, c'est ça qui est terrible, c'est que le mal entraîne le mal qui l'aggrave et justifie d'autres mesures qui aggravent le mal. C'est un cercle vicieux. Et par exemple, on voit qu'il y a une perversion profonde. Vous avez la Grèce qui a fraudé pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne, qui a trafiqué ses chiffres. Bon. Goldman Sachs a joué un grand rôle pour trafiquer ces chiffres et permettre donc l'entrée de maquiller. Voilà, maquiller, c'est un peu plus juste. Trafic. Quoique oui, ce sont. Oui, ils ont travaillé sur les chiffres. Donc Goldman Sachs a joué un grand rôle. Et on a donc la BCE qui essaie de jouer le pompier pour essayer de calmer la situation. Or, le futur patron de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui va remplacer Trichet, c'est Mario Draghi. Mario Draghi est un ancien dirigeant de Goldman Sachs. Donc, on a ce côté ubuesque de Goldman Sachs qui est à l'origine des problèmes qui secouent la Grèce, qui secouent par répercussion tous les États européens, qui va envoyer un de ses hommes diriger un institut, la BCE, chargé de combattre le fléau qui a été allumé par l'entreprise. C'est vraiment ce que vous dites est vrai, et en même temps, est-ce que vous ne pensez pas quand même que les banquiers, notamment les banquiers français, les grandes banques françaises qui ont largement prêté de l'argent à la Grèce, elles n'ont pas fait leur boulot, là aussi, il y a de l'incompétence, non ? Il y a la compétence, il y a l'aveuglement, il y a la politique de l'hubris, la démesure. Il y a aussi sûrement chez ces élites de la finance une vision très claire de pourrir la situation pour justifier donc, comme je le disais, des mesures pour amener plus de gouvernance économique européenne. D'ailleurs, par exemple, Trichet l'a dit lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne cette année, la plus haute distinction européenne, il lui a dit qu'il fallait mettre en place une gouvernance économique européenne. On voit les liens, incestueux entre le pouvoir politique et la grande finance, puisque, là je n'ai pas le papier avec moi, mais vous pouvez le vérifier sur le site du journal officiel, vous avez un des patrons des agences de notation Fitch en particulier, qui est dirigé par un Français qui s'appelle Marc Ladré de la Charrière, qui a reçu la Grande Croix du Mérite le 31 décembre 2010, c'est-à-dire le moment où personne
personne vraiment est intéressé par ce genre de choses à part de Sarkozy. Donc on voit un homme politique, Sarkozy, remercier et honorer un grand patron d'une agence de notation, alors que cette agence de notation joue un rôle néfaste pour justifier des mesures dictatoriales, de gouvernance économique européenne, de gouvernance mondiale. Seule agence française d'ailleurs, parmi les trois. Mais ça montre les liens et incestueux. Voilà. Alors autre actualité, si je puis dire, du mondialisme. Alors actualité, toujours la Grèce qui est un véritable laboratoire européen, puisqu'actuellement vous avez un groupe d'experts, dirigé par un Allemand d'ailleurs, qui s'appelle Horst Reichenbach, qui est le vice-président de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui est chargé carrément, en gros, de diriger la Grèce et officiellement d'aider la Grèce à s'en sortir pour faire face à ses créanciers. En fait, la Grèce est un laboratoire avec je vais utiliser un mot méchant, un Gauleiter. Bon, on va essayer de trouver une autre formule. C'est quoi ça? Le Gauleiter, c'était les dirigeants de l'époque nazie. Le Gauleiter, c'est de l'anglais. Gauleiter, Gao, G-A-U, Leiter. Le Gao, c'était le département, oui, parce que l'Allemagne nazie avait imposé des départements à la française pour faire disparaître les provinces. Ouais. Et Leiter, le dirigeant du département, voilà, le Gauleiter. Et donc, je retire cette formule qui n'est pas politiquement correcte, mais disons que ce haut fonctionnaire des instances européennes, Horst Reichenbach, donc vice-président de la BERD, est là pour gérer la Grèce et l'amener, en fait, en faire un protectorat européen. Et c'est un laboratoire, et ce laboratoire risque d'avoir, de prendre la puissance et de s'établir à l'ensemble de l'Union européenne. Ouais. Sachant que la BERD, elle était dirigée par Jacques Attali. Hein, oui. C'était celle-là. Oui, il l'avait quasiment ruiné d'ailleurs. Voilà, oui. Oui, mais Jacques Attali, qui est un être malfaisant, mais qui parle beaucoup de franchise, de cette volonté de mettre en place une gouvernance mondiale. Mais vous le retrouvez souvent, à mon avis, dans vos travaux. Oui. Oui, en fait, il n'est qu'un porte-parole, important, mais avec une gouvernance mondiale et puis une capitale mondiale qui cite, c'est Jérusalem. Là aussi, on a envie de dire pourquoi Jérusalem, pourquoi pas ici. La capitale des trois monothéistes, quand même. Oui, et peut-être d'autres raisons. Favoriser la victoire définitive de l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament, qui est quand même une insulte. Vous le trouvez pro-israélien, vous, Jacques Attali? Non, il n'est pas pro-israélien, il est surtout pro-mondialiste. Le mondialisme, c'est un messianisme. Ouais. Puis il est pour beaucoup d'autres choses, la polygamie. Oui, il est pour la destruction des valeurs classiques. Vous savez, un élément révélateur, lorsqu'il y a 3-4 ans de ça, il a sorti un rapport pour Sarkozy, les 300 propositions. Celui qui est rendu sur une clé comme ça. Voilà, entre autres. Et son rapport a été publié en librairie, enfin on peut le consulter, et sur la couverture c'était les 300 propositions. Ouais. Et en feuilletant, en lisant des passages, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas 300 propositions, mais 316. Ouais. Immédiatement, je me suis dit, mais pourquoi 316? J'aurais mis un chiffre en 300, 350. Ouais. Et donc, au début, je ne savais pas trop, 316, il y a sûrement une raison, mais laquelle? Et puis, je me suis rappelé qu'en hébreu, comme en arabe, on lit de droite à gauche. 316, ça fait 613. Ouais. Et 613, ce sont les recommandations du Talmud. Du Talmud, oui. Bon, j'ai envie de dire, je ne peux pas croire que ça soit l'effet du hasard. Ouais. Voilà. Ah oui, parce que vous êtes beaucoup dans ces interprétations, comme d'ailleurs... Là, c'est pas une interprétation, c'est un fait... il y a une interprétation, ça ne veut pas dire que c'est faux. Disons, dans le Talmud, c'est une succession d'interprétations. Je ne peux pas croire que cet homme-là ait mis 316 comme ça. Le chiffre tombe trop bien. Ouais, mais 316, ça peut vouloir dire quelque chose en soi, sans retourner les chiffres ou... Oui. Ouais, je sais pas, moi je n'ai pas étudié Son esprit malfaisant et tordu me fait croire qu'il y a autre chose chez lui. Bon. Alors ensuite... Ça c'est quand même pas mal de savoir que la Grèce va devenir un laboratoire, parce qu'en effet, tout le monde s'aplatit devant cette situation catastrophique, comme telle. Voilà, mais bon, il faut dire que les Grecs, les dirigeants grecs l'ont cherché. Ils ont très mal géré leur État. Voilà, par exemple, la Grèce, il n'y a pas de cadastre pour vraiment... connaître, comment dire, les droits de propriété. Voilà, etc. Ce qui fait que comment voulez-vous adapter un pays qui n'a pas de cadastre à la situation actuelle moderne? Voilà, pas de cadastre. Voilà, c'était juste dans les pays d'Afrique. Eh ben, il faut croire que l'Afrique commence en Europe. C'est ce que disent les Italiens en parlant des Italiens du Sud, que l'Afrique commence au sud d'Europe. Bon. Ouais. Ils y vont fort. Oui, ils y vont fort. Et puis, qu'avons-nous d'autre? alors,
nous avons nos fameux socialistes qui se disputent pour avoir brigué le poste de représentant candidat pour les élections de 2012 présidentielles. Et là, actuellement, c'est donc à l'heure où je parle, la rivalité farouche entre François Hollande et Martine Aubry. Et vraiment, et puis vous avez eu ce débat auparavant entre Manuel Valls ou bien Ségolène Royal. Bon, j'ai envie de dire, pauvres gens qui ont voté pour ces, je crois, 2 500 000 ou 2 600 000 Français qui ont voté et pour départager ces différents candidats, donc au profit de Martine Aubry et de François Hollande. J'ai envie de dire, pauvres gens qui croient que ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir, que ce soit côté PS ou côté UMP, c'est interchangeable, alors qu'en fait, le pouvoir est de plus en plus au niveau des instances européennes et que les représentants politiques ne sont que des porte-paroles, des employés plus ou moins habiles, plus ou moins efficaces, mais des porte-paroles. Et là, j'ai ce document du Parlement européen, de la Commission européenne, qui vient de décider que, et ça a été adopté, que désormais les États européens devront présenter leur budget, les budgets nationaux, à la Commission européenne, et la Commission européenne donnera son feu vert ou pas à ces budgets. Donc, c'est pas l'homme politique UMP ou PS qui est élu qui aura le dernier mot, c'est la Commission qui dira on est d'accord, on n'est pas d'accord. Joli. On va plus loin dans la supranationalité. Voilà le document qui date du. Voilà, je vous laisse. Voilà. Je vais lire quelques petits passages rapidement du texte officiel. Donc, les membres de la zone euro ne pourront plus faire fi des avertissements donnés par la Commission en vue d'adopter leur politique budgétaire. Donc déjà ça, la première phrase, on peut déjà s'arrêter. Le paquet sur la gouvernance économique voté mercredi 28 septembre en plénière devrait également permettre d'assurer que les États membres s'attaquent plus rapidement aux politiques économiques risquées, etc. Je continue. Cet avertissement sera dans tous les cas donné dans un délai de 10 jours. C'est vrai, parce que là aussi, il y a un délai pour tous les pays qui chercheraient un peu à contourner tout ça. Après avoir été annoncé par la Commission, en outre, si le gouvernement venait à se prononcer pour le rejet de l'avertissement, ils devront s'en expliquer publiquement devant le Parlement européen. Le Parlement a également obtenu le droit d'inviter à des auditions les ministres des Finances des pays ayant reçu un avertissement, ça s'appelle claquer dans les doigts. Les États membres ont longtemps insisté pour que ce ne soit pas le cas. Et dernière phrase, parmi les améliorations dans le texte, faire du semestre européen, c'est-à-dire une évaluation annuelle des budgets nationaux pour une coordination politique économique, une loi grâce à son inclusion dans les textes juridiques. Bon, alors, que ce soit Martine, que ce soit François, et que ce soit Sarkozy ou un autre, le pouvoir est au niveau de Bruxelles, c'est eux qui ont le dernier mot, et ça ne change strictement rien. Et ça, je dois dire, si vous me permettez, que vous le dites depuis très longtemps, et que, notamment dans Balkan Info, des articles que j'ai pu lire, et que ça ne... Enfin, le présent ne cesse de vous donner raison, c'est-à-dire qu'on va toujours plus loin dans cette volonté. Voilà, en fait, je le dis toujours, il y a 3 niveaux, 3 strates, les régions qui ont plus en plus de pouvoir, les États qui sont vidés de leurs fonctions régaliennes, et troisième strate, l'Union européenne. Et dans une relation à 3, c'est comme pour les relations humaines, il y a toujours un en trop. Et c'est l'État européen, enfin l'État national qui disparaît. Et je rappelle toujours cette phrase de l'indépendantiste flamand, belge, mais flamand, Bart de Wever, qui avait dit « La Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions ». Bon, il a tout à fait raison dans le principe. Et j'en profite aussi pour rappeler une chose. J'ai déjà évoqué la fondation franco-américaine, qui est une fondation créée en 1976 par les élites américaines et françaises. Côté américain, c'était le CFR. La FAF. La FAF. Bien son nom. Je me suis fait beaucoup d'amis, mais le problème, c'est que ils m'ont jamais poursuivi. Nicolas Dupont, non ? Voilà. Alors, quand on regarde le site internet de la liste des Young Leaders, son nom a été enlevé. Ça y est ? Bon, évidemment, j'ai gardé l'ancien tirage pour les souvenirs et le côté tendresse. Mais il faut savoir que François Hollande et Arnaud Montebourg sont membres des Young Leaders. Ça, c'est plus intéressant. En fait... Arnaud Montebourg, roi de la démondialisation. Oui. Vous savez, mais est-ce que Mélenchon y est ? Parce que ça serait encore Mélenchon, non. Enfin, ma connaissance, non. Kosciusko Morizet en fait partie. Alain Juppé. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on voit la politique de la France à l'égard de la Libye, maintenant la Syrie. Comme par hasard, Alain Juppé, Young Leader. Je rappelle donc la FAF, créée en 1976 par les élites américaines, côté CFR, c'était le Council on Foreign Relations, et côté français, il y avait
Thierry de Montbrial, et celui qui a été condamné dans l'affaire Clearstream, et dont le nom m'échappe, c'est Jean-Louis Jagorin. Ouais. Et c'était le lancement officiel, lancement à l'ambassade de France. C'était des jeunes à fort potentiel. Voilà. Est-ce que Rocaillon... Appelés à occuper des postes élevés. C'est ça. Et Ouais. j'ai bien précisé, je ne fais que reprendre les textes officiels. Pour être recruté, c'est pas simplement une simple visite de courtoisie. C'est postuler, c'est être parrainé, passer devant une commission, et on est retenu ou pas. Et donc c'est vraiment une sélection, c'est comme passer un Vous savez ce concours. que dit Dupont-Aignan quand on lui a posé la question, je sais plus qui s'était chargé de l'affaire. Il dit mais faut arrêter avec ça, c'est du délire conspirationniste. Oui, mais évidemment. Mais bon, Nicolas Dupont-Aignan, mais comme tous les hommes politiques, là, je le rassure, ils se ressemblent tous, ils n'ont aucune culture classique. Vous savez, on peut aimer ou ne pas aimer De Gaulle, mais ce qui faisait la force de Gaulle, il était certes très intelligent, il était très cultivé, mais De Gaulle avait une chose que les Sarkozy, François Hollande, Dupont-Aignan, Jacques Millard, enfin bref, Martine Aubry, etc., tous, très long, oui, tous, il avait reçu une éducation classique, De Gaulle. Côté vieille France, et je vais même dire, vu d'ailleurs sa formation intellectuelle et son milieu familial, c'était Dieu, le roi, la patrie. Et en fait, il n'a fait que républicaniser. Son père, Charles de Gaulle, Henri de Gaulle, lisait l'Action française. De Gaulle a été bercé par Maurras et Bainville. Simplement, il ne pouvait pas appliquer. Il a fait à son temps. Voilà, la Ve République, c'est une monarchie républicaine. Voilà, élective. Mais De Gaulle, on l'aime ou on l'aime pas, mais il avait une culture classique. D'ailleurs, il suffit de l'écouter, de l'entendre. Il est très agréable. Il a un français très riche. Il a beaucoup de mémoire aussi. Et une grande connaissance de l'histoire. Un grand homme politique, ça s'appelle De Gaulle, Bismarck ou Churchill, ils sont tous pétris par l'histoire. François Hollande, Martine Aubry, Arnaud Montebourg, Dupont-Aignan, Millard, Sarkozy, ils connaissent rien, ils connaissent même pas l'histoire de France. Je vais me faire un peu l'avocat. Peut-être Mélenchon, mais je suis prêt à l'admettre. Mais sincèrement, ils n'ont qu'une culture politique. Donc, bon, c'est pas une condition. Et je rappelle cette chose aussi pour l'ami Dupont-Aignan, c'est qu'en fait, bon, il a trouvé un créneau contre l'euro, moi aussi je suis contre l'euro, contre la dictature de l'Union européenne, d'accord. Mais enfin, vous savez, ces hommes politiques, ils bouffent à tous les râteliers, ils essayent toujours de trouver un créneau qui les intéresse. Alors, ce que je vais balancer, je le dis d'autant plus que j'ai la preuve. Donc, en fait, Nicolas Dupont-Aignan, dans les années 80, a fricoté, d'abord au début, commençons dans l'ordre, il s'est toujours dit gaulliste, ça c'était la marque de fabrique pour faire bien, il avait commencé à coller les affiches à l'âge de 13 ans, vraiment le vrai de vrai. Mais enfin, dans les années 80, il était côté socialiste. Il était avec les socialistes. Il faisait d'ailleurs partie d'un club, le club de Rocard, qui s'appelait Convaincre. Il a même, dans les années 88-89, tenté, de se faire adouber par les cercles socialistes. D'abord, il a travaillé au service, en tant que directeur adjoint au service de Christian Sauter, le socialiste Sauter, qui était le secrétaire général de l'Élysée au temps de Mitterrand. Qui est devenu ministre de l'économie. Voilà. Et donc membre du club rocardien Convaincre, et donc il a essayé de se faire adouber aux élections municipales de 88-89, et c'est, je crois, de Corbeil-Essonnes, je crois que je ne suis pas sûr. Et c'est très intéressant de lire comment les choses se sont pas, ont bloqué, puisque vous avez un article de Libération du 27 mai 1995. Vous avez fait votre enquête là. Oui, avec le maire de l'époque, le maire d'Ivry, le maire socialiste d'Ivry, Jacques Guillard, qui a montré que Dupont-Aignan avait essayé de se faire élire sous l'étiquette socialiste. Bon, ça n'a pas marché. Bon, il y avait des gaullistes sociaux aussi. Oui, mais là, vous demandez trop d'élévation. Non, il a essayé de se placer. Il a vu que ça marchait pas. Il a vu tout d'un coup qu'il y avait un autre fromage qui était beaucoup plus, qui pouvait être atteint. Bon, voilà. Non, il faut pas. Et puis on va passer autre chose. On va pas s'étendre sur Nicolas Dupont-Aignan. Non. Il n'a aucun intérêt, mais il est toujours bon de rappeler le passé sans colonne vertébrale de lui comme de tant d'autres. En fait, j'ai pas de. Vous savez. Pour vous, il est mondialiste. Parce qu'il est sur des positions résolument anti-mondialistes, théoriquement. Oui, il a la façade. En fait, il ne peut pas être anti-mondialiste parce que pour être anti-mondialiste, à distinguer de la mondialisation, qui est un phénomène naturel, le mondialisme, c'est le refus des valeurs classiques, traditionnelles, qui structurent toutes les sociétés,
qu'elles soient chrétiennes, juives, musulmanes, la cellule familiale, la reconnaissance du couple, un homme, une femme. Enfin, je parle des valeurs classiques, des valeurs naturelles. Et le classicisme n'est pas le propre de ces gens-là. Il n'y a pas de culture classique. Et donc, il ne peut pas défendre comment dire, plutôt attaquer et rejeter le mondialisme parce qu'il n'a pas cette culture classique, enfin lui et tous. Donc, j'ai jamais méprisé le vide, donc je ne vais pas continuer. Justement, c'est intéressant parce que si je peux me permettre une petite incise, Marine Le Pen, qui est un peu la héroïne de l'antimondialisme, aujourd'hui parmi les partis politiques, évolue par rapport à son père sur, par exemple, l'avortement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle se rapproche du mondialisme ? Marine Le Pen dit des choses tout à fait justes. Elle est contre l'euro, elle lutte contre le mondialisme. Alors, écoutez, on va les mettre au pied du mur. Le 4 juillet 2011, Otto de Habsbourg est mort. Otto de Habsbourg était le patron de la Pan-Europe. Pan-Europe, institut mondialiste qui a été lancé en 1921-22 par Richard de Coudenhove-Kalergi, financé par la clique mondialiste de l'époque, les Warburg. Je rappelle que la Pan-Europe a pour objectif de créer un bloc européen unifié, lui-même s'insérant dans une gouvernance mondiale. Et d'ailleurs, le premier rapport, qui date de 1925, qui a été écrit par Richard de Coudenhove-Kalergi, a été adressé à la SDN. Et l'idéal de la Pan-Europe a continué après la mort de Coudenhove avec Otto de Habsbourg. Je rappelle qu'en 1966, là c'était Richard de Coudenhove-Kalergi qui était au pouvoir. En 1966, la Pan-Europe a organisé un congrès pour le lancement d'une monnaie unique. 1966. Et il y avait un jeune homme, enfin un homme politique, une quarantaine d'années, français, qui était là pour encourager cette voie-là, et qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Donc on a envie de dire la Pan-Europe, c'est pas vraiment la défense de la cause nationale, c'est un institut mondialiste. D'ailleurs, je rappelle que l'hymne européen de la joie de Beethoven a été décidé par la Pan-Europe en 1926, donc pour vous dire que c'est ancien. Et je rajoute que, et ça je le sais puisque ça a été pour mon premier bouquin Minorité régionaliste que j'ai eu l'épreuve, que la Pan-Europe a joué un grand rôle. D'abord, je rappelle les principes fondamentaux de la Pan-Europe, une Europe politiquement unie permettant l'émancipation des groupes ethniques d'un point de vue politique, économique et culturel. Bon, et pour cette raison, la Pan-Europe, qui a des subdivisions nationales, françaises, anglaises, allemandes, italiennes, etc. La Pan-Europe a joué un rôle décisif dans l'élaboration de documents européens comme la Charte des langues régionales et la Convention cadre pour la protection des minorités, puisque parmi les auteurs, vous aviez Siegfried Halber et Alphonse Goppel, ancien président de la Pan-Europe Allemagne. Donc des documents qui sont là pour faire éclater les États. Donc on voit dans quel sens va la Pan-Europe. Et enfin, je rajoute ce dernier élément, pendant 15 ans, 20 ans, le bras droit d'Otto de Habsbourg, c'est un Allemand qui s'appelle Bernd Posselt, qui était son secrétaire, et qui a été lui aussi pendant très longtemps le patron de la Pan-Europe Allemagne, et qui a été pendant de longues années le patron d'une association, elle-même membre d'un lobby très puissant qui s'appelle le BDW, Bund der Vertriebenen, c'est la Fédération des réfugiés, qui regroupe ces Allemands qui ont été expulsés après 1945, de Poméranie, de Silésie, de Sudète, des Allemands du Banat, enfin la Hongrie. Et Bernd Posselt, bras droit d'Otto de Habsbourg, était le patron de l'association des Sudètes. Et c'est donc membre elle-même du BDW. Et le BDW, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il prône? Une Europe des régions. Donc on voit qu'Otto de Habsbourg n'est pas un défenseur de la cause nationale. Bon. Eh bien, lorsqu'il est mort, vous avez eu... Là, je retombe... Sur ma question. J'étais obligé de faire ce détour. J'ai pas perdu le fil. Voilà. Eh bien, sur le site de NPI, Nation Presse Info, il y avait les propos, je crois, de Gollnisch, qui disait que, certes, il n'est pas toujours d'accord avec ce que disait Otto de Habsbourg, mais qu'en gros, il avait de la considération, enfin bref, il ne s'y opposait pas. Alors que Bruno Gollnisch, je lui ai refilé mes livres, il semble ne pas avoir lu ou lu en diagonale, et j'ai voulu répondre, et rappeler en 15 lignes, 18 lignes, ce que je vous ai dit, donc tous les méfaits de la Pan-Europe, et entre autres, la politique menée par Otto de Habsbourg. Je reviens 3 jours plus tard sur le site, ça avait été enlevé. Alors j'ai envie de dire pour des défenseurs de la cause nationale, comme par exemple, je rappelais dans mon
dans ma réponse que la PAN-Europe avait organisé un congrès en 1966 pour la mise en place d'une monnaie unique, Marine Le Pen, qui est contre la monnaie unique, aurait dû être ravie. Ça va dans son sens pour qu'ils enlèvent. Pour qu'ils enlèvent. Autre élément, c'est toujours sur le site de LPI, vous avez un entretien comment dire, Marine Le Pen a accordé au journal israélien Haaretz. C'est le 6 ou 7 janvier 2011, où elle dit entre autres que, je cite, le Front National a toujours été pro-sioniste. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'elle l'a dit. Elle l'a dit, écrit, et c'est sur le site du Front National. Donc vraiment, on est au cœur. Bon. Alors, Marine Le Pen dit qu'elle lutte contre le mondialisme, et c'est là que je dis qu'elle est illogique, puisque le mondialisme est l'enfant du mondialisme. Le sionisme est l'enfant du mondialisme. Et comment? Alors, très rapidement, le sionisme, bon, il y a Theodor Herzl, etc. Mais, et Bernard Lazare. Voilà, oui, Lazare. Mais il faut citer la fameuse déclaration Balfour, qui a été lancée en 1916 ou 1917, je ne sais plus la date, enfin 16 ou 17. Et en fait, déclaration Balfour, qui donc reconnaît l'existence d'un foyer juif en Palestine, qui pose les jalons pour la mise en place d'un futur État. Déclaration Balfour reconnue par le gouvernement britannique, en sachant que Balfour travaillait avec Walter Rothschild, qui était représentant du mouvement sioniste pour la Grande-Bretagne. Mais en fait, et ça j'en ai la preuve, car il faut lire deux auteurs américains, enfin l'un qui est anglais et naturalisé américain, c'est Anthony Sutton et Carol Quigley. Carol Quigley qui est mort, qui était professeur d'histoire à Harvard ou Princeton, je ne sais plus, qui a eu d'ailleurs comme étudiant Bill Clinton. Dans son bouquin Anglo-American Establishment, qui parle des relations anglo-américaines des années 1890 à 1950 à peu près, Carol Quigley apporte la preuve que le véritable auteur de la déclaration Balfour s'appelle en fait non pas Balfour mais Alfred Milner. Alfred Milner, qui est un des plus grands représentants du mondialisme. Il a travaillé au service de Lloyd George durant la Première Guerre mondiale, et Alfred Milner faisait partie de l'équipe de Cecil Rhodes, qui a lancé en 1904 les bourses d'études Cecil Rhodes pour recruter des agents dans tous les domaines, politique, économique, journalistique, militaire, pour le mondialisme. Voilà d'où ça vient. J'ai vraiment raccourci ma... Alors, quand on est logique, on ne peut pas se dire sioniste, puisque le sionisme est l'émanation de personnes sulfureuses. C'est marrant parce que je vais me faire l'avocat un peu de Marine Le Pen sur ce coup-là, mais non pas pour la défendre elle, mais pour défendre des faits. C'est-à-dire qu'on pourrait tout aussi bien rappeler que Jean-Marie Le Pen était soutenu et soutenait lui-même Israël dans les années 60. D'ailleurs, il ne s'en cachait pas. Des fondations pro-israéliennes faisaient de la publicité dans son magazine, je crois qu'il avait. Et puis, il y a eu aussi... il y a eu ce retournement du détail, évidemment, mais... Qui était inadmissible. Voilà. Mais avant cela, il a joué un peu sur tous les tableaux, avec l'Irak, avec l'Iran, mais aussi avec Israël. C'est parce qu'il y avait une interprétation nationaliste du sionisme. Alors pour vous, c'est pas acceptable ou c'est pas le même poids? Je dirais Jean-Marie Le Pen, écoutez, il n'a jamais voulu avoir le pouvoir. Ça, c'est un fait. Donc, je ne peux pas accorder ma confiance à quelqu'un qui a louvoyé, qui a dit des choses tout à fait justes, mais aussi des choses inadmissibles. Oui, mais je parlais de sa fille, quand elle dit que le Front National a toujours été sioniste, en fait. Oui, il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Je dirais que le Front National est vraiment sioniste depuis que Marine Le Pen est au pouvoir. Ça, c'est autre chose. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les propos de son père torpillaient d'une certaine manière, j'allais dire, côté présentation, côté apparence du Front National. Là, on a véritablement un engagement. Et je vous dirais à titre personnel, on n'a pas à être, quand on est citoyen français, on n'a pas à être pro-sioniste. On doit être au service des intérêts de la France. Si les intérêts de la France, c'est d'être du côté d'Israël, on l'est, mais si les intérêts de la France, c'est d'être contre Israël, on l'est aussi. C'est-à-dire qu'on ne calque pas sa politique en fonction de l'intérêt d'un autre pays. C'est la France d'abord, et ensuite les intérêts de la France. Voilà. France d'abord, d'ailleurs, qui est un des slogans du Front National. Oui, le problème c'est que maintenant on peut reprendre des formules, mais vous savez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut reprendre des formules tout à fait justes, mais qui quelquefois ont été dites par des personnes. Par exemple, il y a une formule que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je suis d'accord avec cette formule, la Terre, elle ne ment pas, la Terre ne ment pas. C'est la grande phrase du régime de Vichy.
Et ce qu'on ne sait pas, et j'ai toujours un malin plaisir à le dire, parce que c'est authentique, la phrase, elle est de qui? Elle n'est pas de Philippe Pétain, elle est d'Emmanuel Berbe, qui était juif et qui a écrit jusqu'en 41 ou 42 les discours du maréchal Pétain. Et la phrase « l'interdiment pas », c'est en fait la phrase écrite par un juif qui a servi de slogan pour le régime de Vichy. Je crois que lui-même la reprenait d'écologistes des années 20, parce qu'on a interviewé ici Gilles Rivière-Wechstein qui nous a expliqué que l'écologie, au départ, est très enracinée, puisqu'elle défend la terre-mère, etc. Bon. Mais c'est amusant. C'est amusant. L'histoire est très ironique. Hein. C'est comme on parlait tout à l'heure des Gauleiter et des départements que Hitler, parce que Hitler en 1933-1934 a supprimé les provinces, les Länder, pour mettre des départements à la française, un jacobinisme. C'est là où on voit d'ailleurs une continuité du nazisme avec la Révolution française. D'ailleurs, pour la petite histoire, là aussi, on va continuer dans l'ironie, lorsqu'il y a eu la République de Weimar en 1919, la constitution allemande a été faite essentiellement par un juriste allemand qui s'appelait Hugo Preuss. Et Hugo Preuss voulait mettre en place, en fait, ces fameux Gauen, c'est le pluriel de Gau, ces départements pour l'Allemagne, et du fait de la résistance des particularismes bavarois, saxons, il n'a pas réussi. Et c'est Hitler qui finalement a réussi à mettre en place. Et l'ironie, c'est que Hugo Preuss était juif. C'est très ironique, l'histoire vraiment est on peut très même ironique. aller plus loin, puisqu'on sait que Hitler s'est inspiré du génocide de Vendée pour mener son propre génocide contre les Juifs. Alors ça, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Parce qu'on a interviewé un historien dont le nom m'échappe. René Séchard. Voilà, René Séchard. Ou Séché. Une chose est sûre, comment dire, quand on voit la Vendée, oui, il y a eu un génocide, parce que ne serait-ce que les tanneries de peau humaine, il y a une volonté d'extermination. Y compris des enfants, des enfants, Luc sur Boulogne, qui est l'équivalent de Rader sur Glane. En fait, ils avaient l'esprit génocidaire, mais la technique en moins. Une technique fin 18e siècle, largement améliorée. Alors, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. Mais est-ce que vous pourriez nous donner un dernier élément d'actualité, puis je vous poserai les questions que je vous avais préparées, mais tout ça est passionnant. Donc, Alors, deux petits éléments. Et peut-être que j'arriverai à fourguer les autres informations au cours de vos questions. Alors, rapidement, une chose qui est intéressante dans la crise actuelle et l'endettement, et j'ai pris les chiffres avec moi, c'est la politique allemande. La politique allemande, certes, l'Allemagne joue un très grand rôle dans la construction européenne, mais elle a des liens avec le monde anglo-saxon, mais elle a aussi des liens très, très forts avec la Russie. Et il y a un élément qui est révélateur. Ce sont, là j'ai pris les chiffres officiels, les investissements allemands de 2006 à 2009 à l'étranger. Pour la Russie, ces investissements allemands ont augmenté de 133%. Pour la Chine, de 51,5%. Pour le Brésil, de 36%. En revanche, les investissements allemands en Espagne ont baissé de 10%, ont baissé de 10% pour la France, ont baissé de 15% pour les États-Unis et de 33% pour la Grande-Bretagne. Donc on voit, très intéressant de voir l'Allemagne au cœur du continent européen, qui a quand même une forme d'attraction vers le monde russe, mais qui pratique ce qu'on appelle la fameuse Schaukelpolitik, la politique de la balançoire, et on sent du continent, elle est toujours en train de balancer entre le monde occidental anglo-saxon et le monde russe. Mais il est très intéressant de voir ces chiffres, car on voit l'engagement germanique à l'égard du monde, des pays de l'Est, en sachant que l'Europe centrale, c'est l'Afrique coloniale allemande, puisque les Allemands produisent là-bas et font revenir les produits manufacturés chez eux, mettent du Made in Germany, mais ça leur permet de produire à bas coût. Et je remarque, cette politique de balançoire, finalement, est-ce que c'est pas la politique de tout pays indépendant, puisque c'est celle que menait De Gaulle entre Staline et Roosevelt, déjà, à son époque? Oui, alors l'Allemagne, particulièrement parce qu'elle est au cœur de l'Europe, elle est obligée de jongler. Elle a deux façades. Elle a sa façade occidentale, le monde de l'Ouest anglo-américain, et donc un gros morceau, et le monde de l'Est russe. Elle est prise dans un étau, donc elle est obligée de jongler entre ces deux paramètres. Mais il faut bien comprendre que tous ces gens-là, alors quand je dis les Allemands, je parle des élites allemandes, je ne parle pas du peuple, pareil pour les Américains, pareil pour les Russes, mais toutes ces élites russes, anglaises, américaines, françaises, allemandes, etc., font partie toutes de ces mêmes élites, oligarchiques et maçonniques, car l'idéologie maçonnique joue un très grand rôle à ce niveau-là, mais simplement, ce ne sont pas il n'y a pas un groupe compact, il y a des rivalités internes, ils se tapent dessus, il y a un partage du gâteau, et évidemment, chacun tire la couverture à lui. Bon. Et, autre information, alors là, j'ai pris
ce document. C'est le gros morceau. C'est le gros morceau. On va aller juste un peu avant. Voilà, qui est donc le... On peut le montrer un peu Voilà, allez-y, j'évoquerai ça après. Qui est en anglais. Allez-y, vous pouvez commencer. La langue du maître. Alors, la crise actuelle, l'endettement des pays européens, tout ça, ça fait qu'il y a une volonté de renforcer la gouvernance économique européenne pour finalement s'en sortir. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que le mal secrète le mal, encore plus d'Europe, encore plus de pouvoir aux régions et de moins en moins de pouvoir aux États. Et donc la crise justifie la mise en place de nouvelles mesures qui mettent à mort les États français, italiens, etc. Bon. Et c'est intéressant puisque ça a été lancé le 11 mars 2011, donc c'est la date de Fukushima, enfin de tsunami et Fukushima. 11 mars 2004, il faut rappeler aussi l'attentat à Madrid, la gare d'Atocha, je crois le nom. Enfin c'est amusant, c'est une date une date facile à retenir. Et les instances européennes ont lancé ce qu'on appelle le FESF, c'est-à-dire le Fonds européen de stabilité financière, et ont lancé aussi le MES, le mécanisme européen de stabilité, qui doit prendre la suite du FESF à partir de 2013. J'ai le document officiel en anglais et j'ai relevé quelques articles qui prouvent que si ce document mécanisme européen de stabilité entre en vigueur, et à première vue ça semble parti pour, ça n'a pas été soumis à référendum en tout cas. Mais évidemment, mais vous savez bien que le peuple... Contrairement au traité constitutionnel, mais bon. Mais en sachant que on s'est assis sur le vote, certes. Voilà, qu'en fait on a fait passer le truc par la voie parlementaire, et que finalement, comme disait Giscard, il reconnaissait son traité... Il reconnaissait son enfant. Son enfant, son monstre. Bon. Alors, j'ai relevé quelques articles de ce fameux mécanisme européen de stabilité qui, s'il est appliqué, instaurera définitivement une dictature oligarchique en Europe. Alors, j'ai recopié certaines phrases, je ne pouvais pas tout recopier, mais les passages essentiels. Je vais vous citer quelques articles. Article 8, le capital, donc pour le mécanisme européen de stabilité, s'élève à 700 billions d'euros, 7000 milliards. Ça, c'est quoi le capital? Le capital, leur financement, leur budget. Voilà, leur budget pour aider les États, aider les États, c'est toujours la noble cause, évidemment. Enfin bref, permettre à l'Union européenne d'affronter tous les problèmes qui l'assaillent actuellement. Donc 700 billions, 7000 milliards. 7000 milliards, faire une somme colossale. Bon, d'accord. Article 9. Les États doivent honorer toute demande de capital en moins de 7 jours. C'est-à-dire que quand les dirigeants du mécanisme européen de stabilité claquent dans les doigts pour avoir, en gros, un surplus, c'est en moins de 7 jours. Article 10. Le Conseil du mécanisme européen de stabilité peut décider de changer de capital et passer à un chiffre supérieur de 700 billions d'euros. Bon. Article 27. Le mécanisme européen de stabilité est compétent pour entamer des procédures juridiques, mais inversement, le mécanisme européen de stabilité dispose de l'immunité juridique. La propriété, les moyens financiers et les activités du mécanisme européen de stabilité sont préservés de toute investigation, réquisition, etc. La phrase continuée, venant de la part des gouvernements, administrations ou tribunaux. Article 27, c'est la mort de la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ce mécanisme européen de stabilité qui a une immunité complète, on ne peut pas l'attaquer. En revanche, personne ne peut l'attaquer. C'est une sorte d'immunité diplomatique, quoi. Complète et permanente. Les gouvernements ne peuvent pas l'attaquer, les tribunaux ne peuvent pas l'attaquer, un particulier ne peut pas l'attaquer. En revanche, eux, ils peuvent sabrer sans problème. Article 30, les membres du conseil directeur du mécanisme européen de stabilité remplaçants sont préservés contre les procédures juridiques quant à leurs actions et jouissent d'immunité quant à leurs papiers et documents officiels. C'est-à-dire que vraiment, c'est eux les maîtres et personne d'autre. Et quand on lit ça, donc bien comprendre que les gouvernements des différents États de l'Union européenne n'auront aucun pouvoir sur les dirigeants et sur cet institut, le mécanisme européen de stabilité, aucun pouvoir. Le MES, lui, aura les pleins pouvoirs, l'immunité la plus complète, mais ça va automatiquement entraîner des fraudes en tout genre, parce qu'à ce moment-là, compte tenu que ces gens-là
sont libres de toute action, pensez bien, ils vont pouvoir se permettre les pires perfidies, les entourloupes les plus grandes, de toute manière, ne sont jamais poursuivis. Ouais. Donc c'est la porte ouverte à une fraude colossale d'une oligarchie qui va s'en mettre plein la panse. Et alors vous qui êtes proche, en tout cas des idées de François Asselineau, donc l'Union populaire et républicaine, qui était présent d'ailleurs au lancement de ce parti, lui ne cesse de dire que malgré tout, dans le traité constitutionnel européen, il y a ce fameux article 50 qui permet d'en sortir. Est-ce que là, il y a également une possibilité d'en sortir, sachant qu'on n'aurait même pas adhéré, c'est ça ? Oui, déjà, je veux dire, à l'article 50, l'Union soviétique aussi avait un article, je ne sais plus lequel, qui permettait aux États fédérés de l'Union soviétique de quitter. Bon, vous savez, c'est ça qui est terrible, c'est ce côté, cette fausse liberté qu'on accorde en présentant un article qui donne apparemment la possibilité de prendre la poudre d'escampette, mais on a un boulet au pied d'une tonne, et bon, c'est, en fait, on se sortira de tout ça. Mais comment alors que dans un effondrement généralisé. D'accord. Quand je dis un effondrement, mais ça, c'est pas très optimiste quand Ah, même. mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas Là, d'autre solution? vous croyez que ces gens-là, qui dirigent les instances européennes, et entre autres qui ont mis en place le mécanisme européen de stabilité, où c'est vraiment le super pouvoir de l'oligarchie qui se met en place, qui se barricade littéralement en s'accordant l'immunité dans tous les domaines, qui peuvent donc tout faire, vous croyez qu'ils vont dire on arrête, on n'est pas gentil. Non, bien sûr, mais voilà. Donc, ce qui a été fait peut être défait. C'est-à-dire, le général de Gaulle pratiquait la politique de la chaise vide. Oui, mais on était dans la période où la bête, vous savez, c'est comme un cancer, tout dépend à quel moment on le prend. Si on le prend au début, vous pouvez encore l'éradiquer. C'est un terminal, vous pouvez fumer une cigarette, ça ne changera plus grand-chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez Et alors ça, c'est imposé comment aux États? Parce qu'il faut bien qu'à un moment ou à un autre, les États disent oui. Sinon, c'est caduc, ça ne vaut rien. Mais les dirigeants européens, peu importe leurs étiquettes politiques, sont acquis à cette cause. Simplement, ils savent aussi que, c'est aussi le côté pervers de la situation, ils sont obligés de maintenir malgré tout une Union européenne à peu près en état, je dis à peu près parce qu'en fait la situation est désastreuse, parce que les répercussions, si tout s'effondre, c'est la guerre civile, ce sont les magasins qui sont pillés, enfin bref, et eux, leurs petits mois, leurs petits biens, leurs petites propriétés, ça sera balayé. Donc ils vont, le système les rend encore plus esclaves. Mais je ne peux pas croire que ce système tordu babélien puisse durer. Mais il n'empêche, on va valser. Donc je demande vraiment, mécanisme européen de stabilité, de bien... vous avez le rapport. En fait, votre rapport, il me fait penser à... Le rapport est sur Internet, il est en anglais. Ouais. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'article 1, où les parties contractantes, comment dire, en gros, se plébiscitent entre elles, among themselves. C'est vraiment une coterie. Ouais. Bon, vous avez tout le rapport. On n'est jamais si bien ça. Voilà. Problème, donc, pour s'en sortir... Ça me fait penser à l'AMI, fameux accord sur les investissements qu'avait dénoncé en son temps Attac, ou ce qui allait devenir Attac. Là, ils sont complètement absents de ce genre de choses. En fait, le truc vient de sortir. En fait, j'ai eu vent du truc de ce document-là sur une vidéo présentant les extraits de ce mécanisme MES, une vidéo allemande qui évoquait ça. Et je me disais, non, c'est pas vrai. Et en fait, le document allemand surlignait ces passages, immunité complète. Je me disais, mais c'est ça. Et effectivement... Mais pourquoi ils publient encore quelque chose? Parce que ça serait donner une prise. Alors que s'ils publiaient rien... Mais écoutez... Ou alors ils peuvent dire, regardez, on l'avait publié. Non? Oui. Il y a, je vous disais, 2 500 000 ou 2 600 000 Français qui ont voté pour les dirigeants socialistes. Qu'il y ait des idiots, des gens pas très futés, j'en suis sûr. Mais il y a aussi, pour la plupart, des gens intelligents, voire même très intelligents, avec tous les origines sociales, tous les niveaux d'études. Comment peuvent-ils encore se passionner pour les rivalités, les débats entre Valls, Aubry, Hollande, Montebourg, etc., alors que les dés sont pipés, alors qu'il suffit d'avoir un minimum de curiosité. C'est-à-dire que quand même, on a tous les événements depuis la crise avec la chute de Lehman Brothers, on se rend compte, les agents de notation, c'est elles qui ont le pouvoir. Et ces gens-là, ils croient encore. Et là, en fait, on a affaire, c'est le problème, et là, on ne peut pas faire grand-chose, à la nature humaine qui
c'est Jean de La Fontaine, j'aime cette phrase, l'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas la vérité, ils aiment le rêve, l'illusion, et puis certains franchissent le pas en se torchant la gueule et puis en se droguant. Mais le système se sert des défauts humains pour faire passer ça. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Certains s'en rendent compte, quand même. La plupart ne s'en rendent pas compte. Mais je parle de vous, par exemple. Oui, mais ce qui compte, en fait, c'est, vous, moi, on passe pas lourd, mais on serait 10 millions de Français dans les rues à gueuler et peut-être voire même à prendre d'assaut certains instituts, organismes d'État. Je pense qu'en face, ils réfléchiraient. Personne ne le fait, donc ils peuvent continuer, ils peuvent afficher ça et nous narguer. Certes. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous suis depuis pas mal de temps. Vous me pistez. Quoi. Voilà, non, mais disons que je vous ai découvert à travers Balkan Info, puisque j'y ai collaboré quelques temps, et vous y aviez longuement écrit par le passé. Oui. Ça, c'est un premier point commun. Je l'ai dit, vous étiez à la création de l'UPR. Donc, c'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Oui, c'est en 2007. Oui. Je ne connais plus la date. 2007, mais c'est ça. 2007. Vous aviez donné une. Oui, on m'avait invité, je fais un topo, exact. Ça nous fait un deuxième point commun, parce que j'étais là aussi, et aucun journaliste, aucun autre. Moi, j'étais journaliste, mais je n'ai pas fait de compte-rendu de cette réunion. Alors, ma question sera la suivante. Est-ce que vous pensez que le véritable clivage aujourd'hui, le seul qui vaille, ce soit le clivage mondialiste, anti-mondialiste ? Et pourquoi ? Véritable clivage, en fait, il y a ceux qui défendent la nation, famille de toutes les familles, et ceux qui défendent la citoyenneté mondiale, qui veulent le citoyen du monde. Enfin, en fait, le mondialisme, c'est la volonté de détruire l'ordre naturel, les traditions, la cellule familiale classique, pour créer un homme, un être humain hors sol, un homme nouveau. Mais d'ailleurs, c'est le propre de toutes les idéologies. C'est de créer un homme nouveau. Alors le nazisme, c'est l'homme nouveau l'arien. Le communisme, c'est la branche sociale, c'est l'ouvrier agriculteur. Enfin, vous avez toutes les versions. Et là, maintenant, c'est l'homme global, planétaire, si possible un peu bronzé, parce que ça fait toujours du bien. J'utilise cette expression, mais je crois qu'il y a le nouveau Superman ou Spider-Man américain, qui est un mélange, un métis d'asiatique et de noir. C'est pas Batman ? Ou Batman, je confonds tous d'ailleurs. Mais c'est révélateur. En fait, c'est toujours l'homme pivot de tout. D'ailleurs, c'est bien l'esprit de la révolution, puisque en temps normal, en tout cas dans le catholicisme, c'est le Christ qui est le centre de toute chose, Dieu qui est le centre de toute chose, et l'homme n'est que le second. Et dans l'idéologie maçonnique qui anime ces élites, c'est l'homme au centre de toute chose, et un homme qui est coupé de ses racines familiales, provinciales, nationales. Et en fait, il faut lutter contre ça parce que c'est créer un être humain complètement déboussolé. On a besoin de repères, on a besoin de stabilité, on a besoin de référents. Et je ne peux pas croire que ces référents qui étaient normaux depuis des millénaires deviennent caducs et deviennent absolument à combattre. Non, en fait, on veut créer un homme indifférencié, qui consomme pareil, qui pense pareil. Et je dis toujours, faire de l'être humain avec le mondialisme un simple estomac prolongé par un sexe, indifférencié. Belle métaphore. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est le clivage aujourd'hui ? Oui. D'accord. Ce clivage. Et pourquoi plus ce clivage-là que libéral, anti-libéral ? Parce qu'il conditionne tout le reste. Il conditionne tout le reste. Gauche-droite, c'est... Non, gauche-droite, bon. Le libéral... non, c'est... Parce que le libéral, par exemple, moi j'estime être libéral, je vais être un idiot utile du mondialisme, alors parce que mon but, ça sera de consommer, mais de mieux consommer, par exemple, donc plus intelligemment, en favorisant, parce que via la consommation, on a quand même un vote, là au moins, il n'y a pas des gens qui essayent de nous empêcher de faire des choses, on peut créer une entreprise. Mais ce sont des choses tout à fait valables et libérales, d'ailleurs, en enlevant l'aspect politique, être quelqu'un de... avoir des libéralités, être ouvert. Voilà. Mais vous savez, la pire des choses, c'est de partir d'un fond juste et de le tordre en cours de route. C'est le propre des idéologies, d'ailleurs. C'est le propre. D'ailleurs, si le mondialisme est si efficace, c'est que, en fait, il faut lire d'ailleurs les propos de... son nom m'échappe. Celui qui a dirigé Paul Wolfowitz, mais qui est... Brzezinski, non ? Non, qui est mort, qui a été d'ailleurs protégé par Carl Schmitt, qui l'a envoyé.
Léo Strauss. Ah, moi je trouve que c'est Léo Strauss. Louis Carl Schmitt avait un étudiant qui s'appelait Léo Strauss, et Léo Strauss étant juif, pour fuir la menace nazie, s'est réfugié aux États-Unis, et avec l'appui de Carl Schmitt, qui travaillait d'ailleurs en liaison avec la fondation Rockefeller. Donc c'est révélateur, très intéressant de voir ça. Enfin bon. Et Léo Strauss, il parle de l'être humain en des termes négatifs, dans ce sens qu'il parle de l'être humain avec une mentalité d'esclave. Et ce qu'il dit, en fait, est assez juste. Simplement, il ne faut pas tomber dans cette faiblesse de traiter l'être humain, malgré ses défauts, malgré ses imperfections, même si on peut être déçu, il ne faut pas tomber dans cette misanthropie. Il ne faut pas tomber en gros dans cette mentalité qui consiste à dire parce qu'ils ont une mentalité d'esclaves, parce qu'ils ne sont pas capables de choses hautes et nobles, il faut les traiter comme des chiens. Pour le christianisme, c'est le pécheur quand même, l'être humain. Le pécheur, mais le pécheur qui peut se relever. Ouais. Ah, à condition de suivre le Christ. À condition donc c'est un peu de faire un effort. L'esclavage aussi, parce qu'on nous dit c'est par là. Donc c'est un peu des œillères, non? Est-ce que le Christ oblige vraiment un coup de fouet à venir à lui? Coup de fouet, non, mais en tout cas, simplement il propose. Voilà, vous voulez le salut, c'est moi. Oui, mais quand même une chose, oui. C'est que vous avez le naturel et le surnaturel. J'ai aussi toujours cet exemple de cet homme pour qui j'ai une grande admiration, qui était agnostique, enfin catholique d'origine, mais qui a toute sa vie vécu en tant qu'agnostique, c'est Jacques Mainville. Jacques Mainville avait un bon fond, une bonne morale naturelle. Bon, ça permet déjà d'être sauvé. Évidemment, le fait d'être pratiquant catholique peaufine, élève, surélève. Mais un Mainville qui avait une morale naturelle saine, eh bien, bon, j'anticipe peut-être, mais il est sauvé. Voilà. Bon, on va pas. Il ne faut pas désespérer. Le monde n'est pas noir-blanc, manichéen. Il nous encourage à peaufiner. Mais bon, c'est la liberté de chacun aussi. Très bien. Alors, vous écrivez sur le mondialisme depuis une dizaine d'années, on l'a dit. Oui, à peu près. Votre premier livre date de 2001. Est-ce que vous pensez que votre travail a influencé la politique française? Pas du tout. Pas du tout. Même Marine Le Pen, même le Front National, qui est quand même passé d'un clivage immigrationniste, anti-immigrationniste, à un clivage mondialiste, anti-mondialiste, pour reprendre... En fait, le système, il a besoin d'opposants. Il faut toujours créer une opposition. Ah, vous l'aimez pas, Marine Le Pen? Non. J'ai pas de... Au contraire, elle a mon âge, à peu près. Ouais. On est de la même génération. Et c'est une personne, par bien des aspects, que j'apprécie. Ouais. C'est une bonne vivante. Elle est franche et directe. Et j'aime ça. Donc, elle a des qualités humaines. Je peux ne pas être d'accord sur certains aspects de certains de ses propos, c'est sûr. Mais la personne elle-même, je l'apprécie. Et là, vous parliez du FN, j'imagine. Voilà. Oui, là, je parle du FN. Mais la personne en elle-même, je l'apprécie, mais je ne suis pas d'accord avec certains de ses propos. Ouais. Et surtout, le système a besoin d'ennemis. Mais le système a besoin d'adversaires. Assez pour donner l'illusion qu'il y a un effet ping-pong, mais il ne faut pas trop non plus forcer la note, parce que le système, à ce moment-là, se casse la figure. Et donc, je constate... Je peux vous citer cet exemple. J'avais envoyé mon premier livre, Minorité et régionalisme, à Jean-Pierre Chevènement, qui m'avait remercié. À la différence d'homme politique, je pense à Jacques Millard, à qui j'avais envoyé mon livre, qui ne m'a jamais remercié, mais bon, pas éduqué. Ça fait 2 fois, hein, vous le dites. Oui, bah, vous savez, ces gens sont des plus diplômés. Non, sur Millard, je parle. Oui, mais Millard ou comment il s'appelle, Dupont-Aignan, en fait, le problème chez eux, ils ne sont pas éduqués. Quand je dis éduqué, pas dans le sens où on dit bonjour la dame, c'est pas ça, ce dont vous parliez au début... Jean-Pierre Chevènement, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a remercié. Je me rappellerai toujours, il est mort, malheureusement, c'est Pierre Klosterman, à qui j'avais envoyé mon livre, et qui m'avait remercié 3 mois ou 4 mois plus tard. Et dans son petit mot de remerciement, il s'excusait parce qu'il n'avait pas pu me remercier tout de suite, parce que sa femme était malade. Mais... Voilà, mais c'est un monsieur. D'accord. Mais quand même, Jean-Pierre Chevènement, il a influencé la politique française. Donc, si vous avez influencé Jean-Pierre Chevènement... Non. Jean-Pierre Chevènement, je lis son bouquin, son dernier livre, où entre autres il parle de la régionalisation. Il ne parle en aucun cas des éléments à l'origine de cette régionalisation. Il aurait pu au moins citer le document qui lance cette régionalisation, la recommandation 34, 1997, du CPLRE, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, lancé par le rapporteur allemand Peter Rabe, sous l'égide d'un ministre-président du land de Basse-Saxe en 1997-96, qui s'appelait Gerhard Schröder.
Que vous avez popularisé. Voilà, Gerhard en fait, Schröder, le document. voilà le document. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, mais pourquoi vous n'utilisez pas ces informations archi-officielles? C'est-à-dire qu'en fait, ils agitent le cocotier assez, mais pas trop quand même, parce qu'il faut rester quand même dans le système. Voilà. Bon. Alors, est-ce que vous avez quand même été approché par Marine Le Pen pour être son conseiller de campagne ou pas? Pas du tout. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec elle, de lui refiler mes livres. Après, elle fait ce qu'elle veut. Parce que là, elle constitue son équipe. Vous avez Voilà. pas un scoop à Mais nous de donner, toute manière, j'aurais refusé. Ouais. Refusé parce que je n'appartiens à aucun parti politique, Ouais. à aucune association religieuse ou Marine Le Pen, je le dis sans hésiter, me demande une information, un renseignement, je lui donne. Si Mélenchon me demande une information, je lui donne cette information. Pour vous dire que pour moi, la vérité n'a pas de frontières et n'a pas de clivage politique ou Si religieux. Sarkozy vous demande une information, vous lui donnez? Si Sarkozy me demande une information sur la situation actuelle, je lui donne. D'accord. Pour Ça vous va dire. loin, ça va loin. Oui, en fait, parce que je sers, comment dire, la vérité, en fait, des faits authentiquement établis. Après, ils appliquent ou n'appliquent pas, mais je dis qu'il faut se méfier de la classe politique allemande, qu'il faut se méfier de la classe politique anglo-américaine, enfin, il faut se méfier de tout le monde, mais enfin, certains en particulier. Bon, ben, voilà. Mais alors justement, je vais rebondir là-dessus, parce qu'il y avait une autre question qui arrivait plus tard, mais je vais vous la poser maintenant, parce que vous dites effectivement, et ça j'en témoigne personnellement, vous avez la religion des faits. Bon. Alors vos livres sont un peu comme les miens souvent, lourds à digérer, parce qu'il y a énormément de notes de bas de page, mais c'est aussi ce qui en fait toute leur richesse. Ouais. C'est ce qui permet de voir que vous n'êtes pas un escroc. Maintenant, vous avez côtoyé récemment, enfin ces dernières années disons, des gens beaucoup moins sérieux. Je ne vais pas citer de nom ici, mais enfin, ils se reconnaîtront. Comment vous expliquez ça, de vous être rapproché de gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec votre sérieux, et qui pourtant vous invitent, alors c'est très sympathique, mais vous allez leur donner votre crédit. Disons que, d'abord, je m'adresse à tout le monde, et lorsque je suis invité par ces personnes, en fait, je m'adresse à un public, et souvent, ces conférences sont filmées. Donc ça me permet d'avoir une vidéo qui sera sur Internet et qui va être vue par 8 000, 10 000, peut-être 20 000 personnes. Donc, ces personnes-là me permettent de faire passer une information, chose que je ne pourrais pas faire sans elles. Alors, ces personnes-là, vous ne m'avez pas cité de nom, donc je ne vois pas qui. Si vous voyez Comme très ça. Ah non, bien. Non, alors je vais en citer un seul, LLP, le libre penseur, par exemple. On a vu des vidéos absolument délirantes où il trouve des sectes sataniques un peu partout, des Illuminati partout. Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, mais il part d'un fait, et puis il va inventer tout un tas de trucs avec des réseaux qui existent ou pas d'ailleurs, mais il va tout mélanger. Ça, c'est pas quelqu'un de sérieux quand même. Il vous a invité, vous y êtes allé. Oui, j'avais fait une conférence. Oui, il y avait. Prenons cet exemple. Attendez, la conférence était 2008 ou 2009, ça remonte à 2-3 ans. Alors, j'ai pas vu toutes les vidéos de LP, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais les quelques-unes que j'ai vues, alors peut-être ce sont celles que vous n'avez pas vues, elles m'ont plu. Alors peut-être que je ne serais pas d'accord sur d'autres choses si on me les présentait, je vous le dis en toute franchise. Mais ce que j'ai vu m'a plu. Quand il dénonce l'aspect satanique de certaines choses, sans rentrer dans les détails, oui, il y a un côté satanique, il y a un côté... Vous savez, c'était un exemple, l'affaire Dutroux en Belgique ou l'affaire Allègre à Toulouse. Ouais. En fait, c'était des idiots utiles, c'était des rabatteurs pour avoir de la chair fraîche, pour, en fait, se servir d'enfants pour des choses... Pas de preuve de ça. Il n'y a pas eu d'enquête, même non officielle, qui aurait démontré que... Oui, mais vous savez, vous avez parfois des indices assez forts qui vous permettent de situer une zone qui pue. Oh, certes, vous ne pourrez pas donner l'information précise, mais vous savez que ça vient de là. Et puis, quelquefois... Vous pouvez, mais justement, ça c'est pas votre travail. C'est pas votre travail. Personnel, vous pouvez avoir aussi des contacts avec des personnes qui vous refilent une information, mais vous ne pouvez pas le dire parce que voilà. Enfin, justement, ça c'est très différent de votre travail. Là, j'insiste là-dessus. Vous, votre travail, tout est public. Vous travaillez sur documents publics, et donc c'est absolument irréprochable. Oui, mais je vais vous dire une chose, c'est que j'ai aussi le fait que je ne bénéficie pas de, comment dire, de relais dans les médias classiques, Le Monde, Figaro, etc. Bon, si, je suis passé une fois sur France 24, j'ai eu deux, trois petits trucs, mais enfin fondamentalement rien. Et que vous avez l'expression faute de grive, on mange des merdes. Donc, je m'adresse à tout le monde. D'ailleurs,
quand LPP m'avait invité, c'était essentiellement des musulmans. Mhm. Bon, bah, je me suis adressé à des musulmans. Voilà, des Français, quoi. Enfin oui, des Français. Oh, il y avait tous les cas de figure. Il y avait des Français musulmans, comme pouvaient avoir des musulmans, mais d'origine algérienne ou marocaine, etc. La communauté juive m'invite, j'y vais. Les bouddhistes m'invitent, j'y vais. Il n'empêche que je ne serai peut-être pas d'accord sur certains aspects. Mais je m'adresse à tout le monde, peu importe les idées politiques, peu importe les idées religieuses, en sachant que sur certains points, je ne serai pas d'accord. Mais il y a une chose quand même, toutes ces personnes qui combattent le mondialisme, elles ont au moins un mérite, elles le font. Peut-être certaines un peu maladroitement, mais elles le font. Et que je préfère 1000 fois ces personnes-là à celles qui restent les bras croisés, qui se plaignent, ils ne font rien. Bon. Alors vous avez dit un mot sur les médias, en effet, là aussi j'en suis témoin, vous n'êtes quasiment jamais invité dans les grands médias, notamment à la télévision évidemment. Est-ce qu'il s'agit d'une volonté de votre part, donc là je vais préparer la question, donc vous venez d'apporter en partie une réponse, mais est-ce qu'il s'agit d'une volonté de votre part ou bien d'une censure qui ne dit pas son nom? De pas aller au... Non, parce que certains refusent. Ah non, mais moi on me dit, vous passez au journal de 20h de TF1, je dis oui, enfin 20h ou Yves Calvi, peu importe. Oui, je dis Et vous oui. faites des démarches pour être invité, etc. À chaque fois que mes livres ont été édités, sont sortis, à chaque fois ils ont été envoyés à une myriade de journalistes. Peu importe Et vous avez des réponses justement, même téléphoniques ou... Jamais. Je crois que je mettrais le livre dans le caniveau, ce serait pareil. Parce que quelqu'un comme Frédéric Tadei, on peut dire ce qu'on Il veut. a eu... Il invite quand même des gens sulfureux, entre guillemets, ou qui ont des thèses à contre-courant. Ben non. Vous, non. Ah non, mais j'ai envoyé, moi ou mon éditeur, on a envoyé ces livres-là par paquet de dizaines à tous ces journalistes de la presse écrite, radio, etc. Si j'ai eu la chance de passer à une émission de radio... sur France Culture. France Culture. Ouais. Thierry... Sur Brice Couturier plutôt. Non, Thierry... il va m'en vouloir s'il me voit, j'ai oublié son nom. Je ne peux pas vous aider parce que France Culture, c'est pas... Et voilà, parce que c'est une personne qui est honnête, intègre et qui voyait des faits et qui voyait que c'était bon, que ça méritait de passer à la radio. Voilà, mais en dehors de ça, non, j'ai... Donc vous diriez que les médias favorisent le mondialisme, j'imagine? De toute manière, les grands journalistes ne peuvent pas avoir une carrière s'ils ne montent pas patte blanche. On parlait tout à l'heure de la Fondation franco-américaine, la FAF, quand on voit les Young Leaders, la plupart, il y a beaucoup aussi de journalistes, Chris Nockrent, comment il s'appelle, l'ancien patron du Monde, Jean-Marie Colombani. Ouais. Nous sommes tous américains. Voilà, celui qui a dirigé Libé aussi, Geoffrin, Jules Geoffrin. Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, c'est autre chose. Jules Geoffrin, oui. C'est Geoffrin, enfin, et pareil du côté américain, où vous avez tous les grands patrons des journaux américains, New York Times, Washington Post, qui sont membres des Young Leaders. Donc ces gens-là, Nicolas Bétou aussi, qui d'ailleurs a participé à des réunions de Bilderberg. Donc ces gens-là, ils verrouillent la presse, et puis bon, voilà. Mais dans ce cas-là, comment vous expliquez que quelqu'un comme Marine Le Pen, qui dénonce le mondialisme quasiment à chaque fois qu'elle prend la parole, soit énormément invitée dans les médias? C'est le phénomène d'ennemi dont vous parliez tout à l'heure. Oui, et puis en fait, là je considère que sur ce point-là, Marine Le Pen ne défend pas vraiment la cause nationale, puisqu'elle... comment dire, le mondialisme en question, elle ne semble pas avoir tous les éléments, tous les arguments. Je dis l'exemple du pro-sionisme, ne serait-ce que d'un point de vue purement logique. Le sionisme est un enfant du mondialisme. Donc on ne peut pas se prétendre pro-sioniste. Donc en fait, il y a un manque de logique. Enfin, elle dénonce quand même le mondialisme tout le temps. Elle dénonce... Ça doit faire plaisir, ça, quoi. Oui, mais... Quand elle reçoit, je pense à son congrès de Nice, des francs-maçons, j'ai envie de dire, je ne parle pas des francs-maçons de base qui sont là uniquement pour des raisons purement pécuniaires, matérielles, mais les élites maçonniques, le mondialisme, par définition, la franc-maçonnerie a pour volonté de mettre en place une république universelle. Donc défendre la cause nationale quand on a deux avocats, en particulier Maître Collard et puis l'autre, son nom m'échappe, participé au congrès de Nice. Et ça participe à la dédiabolisation. Il avait en particulier les boutons de manchette avec les cales compas, comme ça on n'avait pas de doute.
Mais elle veut dédiaboliser le Front Oui, National. mais on ne dédiabolise pas en se rangeant du côté d'une logique qui est ennemie de la cause nationale. Il faut être logique. On défend la cause nationale, on ne peut pas être allié à des gens dont les référents philosophiques sont République universelle, antinationale. J'imagine que vous placez dans la même eau le fait qu'elle n'ait pas encore fermé la porte définitivement aux identitaires. Mais défendre les identités, c'est ça qui est terrible. Voyez-vous, je prends toujours cet exemple. Hitler aurait dit j'aime Mozart, personne aujourd'hui ne pourrait dire j'aime Mozart, parce qu'on associe quelque chose de normal à une chose qui a été pourrie. Il faut dire j'aime Wagner aujourd'hui. Oui, pas que vous savez, jouer du Wagner en Israël, il y a du mal. Ah, hein. Oui. Ah, Il est vrai que Wagner est antisémite, ça il faut le reconnaître. Mais la musique Wagner, je pense à Tristan et Isolde en particulier, c'est absolument magnifique. Ouais. Mais comment dire non, les dirigeants du Front National, ils accueillent en leur sein des représentants, des personnes qui ne partagent pas la cause nationale et les identitaires. Parce que je cherchais le... Oui. Ah oui, c'était les identitaires. Oui, les identitaires. Qui défend les identités? Ouais. Eh bien, je suis tout à fait pour défendre les diverses identités en France, bretonne, alsacienne et corse. Et ça fait partie de l'antimondialisme, parce que le mondialisme veut éradiquer, uniformiser. Mais identitaire dans le sens racial, dans le sens... ça, je suis contre, parce que c'est ouvrir Il me semble aussi. Enfin... Et eux, ils défendent... C'est ça qui est terrible. Ils disent, je vous dis en toute franchise, les identitaires disent des choses tout à fait justes, mais le côté racialiste, ça, j'aime pas. Vous sentez un côté racialiste chez eux? Il y a un côté racialiste chez les identitaires. Moi, j'ai la vision, comment dire, la France, quand Louis XIV s'adressait aux Français, il disait pas français-française, il disait à mes peuples. Parce qu'il y avait il y avait une diversité, et je suis l'Empire. La France n'a jamais été un empire en dehors de Napoléon. Louis XIV, quand il s'adressait, c'était le royaume de France. Le royaume de France, mais bon, qui était sur beaucoup de continents. Ah non, mais là, quand il s'adressait aux Français de Cherbourg, en fait, il s'adressait, c'est la fameuse lettre que Louis XIV a fait lire aux prêtres suite à la guerre de 1711-1712, où la France a failli être battue en gros par tous les États européens. Louis XIV a réveillé le sentiment national des Français en leur demandant de l'aide, et il a fait lire une lettre à tous les curés de France et de Navarre, jusqu'au fin fond, une lettre d'ailleurs traduite en dialecte, parce que les trois quarts des Français ne parlaient pas français, mais il disait à mes peuples. Et donc c'est une vision... Mais par exemple, il ne s'adressait pas aux Antilles Ah non, là, je pensais bien que pour des raisons purement pratiques, oui, certes, les Français des Antilles, bien de la Nouvelle-France, ça va de soi, mais là, vu les moyens de communication, le temps que ça... le temps que c'est pas la guerre. Alors, vous qui étiez, je le disais, au lancement de l'UPR avec François Asselineau, vous ne faisiez pas partie du parti. Mais... Je ne fais toujours pas partie. Je n'appartiens à aucun parti politique ou religieux. Qu'est-ce que vous pensez de son évolution, aussi bien de la sienne que de celle de son parti, qui a tendance à grossir plutôt? Alors, je dois dire, je n'ai aucun contact avec François Asselineau ou avec les dirigeants. Vous l'avez suivi, j'imagine? J'ai vu quelques vidéos, et je n'ai pas tout vu, mais les quelques éléments que j'ai pu voir, j'étais en accord avec lui. Ouais. Rien à dire. Parce que lui aussi, François Asselineau, il est factuel, ici des éléments référencés. On se plie à la réalité, on se plie aux faits. Les faits sont têtus, comme disait Lénine. Voilà. Tout à fait. Écoutez, je vais vous poser une dernière question, parce que je pense qu'on a... J'en profiterai pour un petit élément. Bien sûr. Ma question, c'était... moi, je suis gaulliste, et un jour, alors, c'était un peu en privé, mais je pense que c'est pas... tout. Voilà. M'a dit que pour vous, De Gaulle n'était pas de droite. Alors ça, j'avoue que ça m'a un peu choqué. J'ai dit ça dans mon souvenir, oui, parce que Mahdi, il ne défend pas les valeurs traditionnelles. Alors, je pensais que vous faisiez référence à d'éventuelles connivences qu'il aurait eues avec des francs-maçons et autres, ou oui, la nomination de Pompidou, qui venait de la haute finance, enfin de Rothschild. Rothschild, c'est lui qui a introduit la fameuse loi de janvier 73, qui est catastrophique, il faut le dire, le répéter, la loi 73 avec Giscard, qui fait qu'avant cette loi, l'État français pouvait emprunter auprès de la Banque de France sans intérêt, ou peut-être un taux d'intérêt ridicule, et que depuis janvier 73, donc avant pour financer une politique sociale, construction, aménagement du territoire, tout ce que vous voulez, et que depuis janvier 73, la Banque de France doit emprunter
au privé, moyennant des intérêts faramineux qui font que l'endettement de la France... Non, enfin, mais le problème, c'est qu'on s'endette. Le problème, c'est pas que... donc, on gère mal sa politique. C'est pas le fait qu'on puisse emprunter à la Banque de France ou au marché. Bah, quelquefois, il faut emprunter, mais il y a emprunt et emprunt, mais c'est surtout le fait qu'on n'avait pas d'intérêt à payer. C'est ça qui... En fait, avec la fameuse loi Pompidou-Giscard, il ne faut jamais oublier cet homme-là qui a vraiment une continuité. C'est un être malfaisant. Un être malfaisant, mais il faut reconnaître... l'avortement, on peut penser au regroupement familial, tout ça, c'est sous lui que ça s'est développé. Ouais. Il a mis en place ces éléments. Moi, à titre personnel, je suis contre l'avortement, en reconnaissant qu'il y a des cas qui ne sont pas toujours faciles, parce que, vous savez, il y a la réalité humaine. Je fais une distinction entre certaines personnes qui se permettent tout, et puis quelquefois l'accident qui peut arriver, et ça peut arriver même chez des personnes qui se tiennent bien. Et donc c'est pas évident de trancher l'être humain, voilà, si on peut dire. De trancher, surtout pour l'avortement, mais quand même je n'oublie pas que l'être humain, pour moi, il existe dès la conception, même si on ne peut pas lui faire guili-guili sous le menton, et que je constate que c'est par centaines de milliers, enfin pour dire... 220 000 par an. Oui, par millions maintenant que des petits innocents sont éliminés. Et légalement. Oui, légalement. Parce qu'avant il l'était aussi, mais illégalement. Oui, mais enfin légalement, c'est ça qui est terrible, c'est que le mal devient légal. Autant légaliser le vol. Ça, c'est l'argument de ceux qui sont contre l'avortement. Je précise parce que moi-même, c'est pas ma position, mais c'est important pour le débat. Ça fait partie des débats interdits en France, malheureusement. Ah ben voilà, je ferme la parenthèse. En revanche, peut-être essayer d'accorder des facilités pour permettre aux jeunes femmes qui sont enceintes, de les aider à aller jusqu'à terme, quitte, si elles ne peuvent pas garder l'enfant, prendre l'enfant pour qu'il soit confié à une famille qui auparavant aura été, comment dire, étudiée pour voir si c'est une famille solide. Voilà, faire en sorte, une chose est sûre, le fœtus, c'est l'innocent dans l'histoire. Il n'y est pour rien, il n'a pas à subir les conneries de la mère et du père qui se sont envoyés en l'air suite à une soirée trop arrosée ou parce qu'il avait oublié la pilule, enfin, que sais-je encore. Le fœtus, c'est un être humain, il faut lui donner sa chance et essayer de récupérer l'erreur. Je ne condamne pas ces personnes qui se retrouvent enceintes, mais au moins l'enfant, lui, il n'a pas à subir la connerie. Voilà. Alors, juste pour revenir sur ma question, donc De Gaulle, pour vous, n'était pas de droite. C'est que je ne pense pas avoir dit ça. Reformulez-le comme vous le pensez. Je ne pense pas avoir dit ça parce que... Vous n'êtes pas catholique, je crois, non? C'est pas ça. Ah, voilà. Voilà, parce que gauche et droite sont des concepts issus de la Révolution française. Et le concept hegelien par excellence. Il y a une chose, les principes de 89, qu'on n'aime pas, sont anti-catholiques. Dans la mise en place, comment dire, déjà, les principes de 89 sont nés dans le sang. Quand même, le génocide vendéen, les gens en face n'étaient pas d'accord, on les a ratatinés. Puis il faut penser aux noyades de Nantes, il faut penser à tous les massacres qui ont pu être commis. Bon, la terreur, etc. etc. Donc déjà, un système qui s'établit dans le sang, c'est pour moi un mauvais signe. C'est déjà un mauvais signe. La révolution bolchevique de 1917 s'est établie dans un massacre, puis ensuite on a vu tous les famines qui ont été orchestrées en Ukraine, etc. Donc déjà, un système qui naît dans le sang ne peut pas être bon. C'est un système qui est anticatholique, car en fait, 89, quand on regarde bien, c'est cette volonté de déchristianiser, destruction des églises, la constitution civile du clergé, qui est une forme de protestantisation du clergé en faisant de ces gens-là des fonctionnaires. De Gaulle n'était pas révolutionnaire. Ah, mais vous savez, pour être révolutionnaire, on peut porter un nœud papillon. C'est pas parce qu'on s'habille cheveux longs, débraillés à la Cohn-Bendit qu'on est révolutionnaire. Moi, je me méfie plus des révolutionnaires. Je veux dire à la Bismarck, qu'on a appelé le révolutionnaire blanc, et pourtant qui était très strict, mais qui avait une forme de... Enfin bon, d'autre chose. Il faut lire le bouquin de Letargal, qui écrit un pavé qui est vraiment remarquable. Et 89, c'est la haine de l'Église, c'est la destruction du clergé, c'est la volonté de rupture avec Rome. Et c'est ça qui constitue le socle de la vie politique française depuis plus de 2 siècles. Et pour un De Gaulle qui était né dans une famille catholique, classique, qui était de par sa nature en plus très intelligent, il savait très bien que ces choses-là étaient en opposition, enfin que son catholicisme et la pensée de l'Église étaient en opposition avec les principes républicains. Or, il a rétabli les principes de 89, en 44-45. Et vous trouvez?
Ah bah oui, les prémices de la 4ème République ont été... La 4ème République a été créée en 1946, je crois, la date, je ne sais plus la date exacte, mais les prémices, les premiers jalons pour ensuite permettre la création de la 4ème, c'est 1944-1945, puis la 5e en 1958. Mais les principes de la République sont anti-catholiques, et on ne peut pas... on ne peut pas associer des principes républicains qui sont nés dans le sang, qui mettent l'homme à la base de toute chose, avec le catholicisme, qui dit, c'est la pensée de l'Église, c'est Saint Paul qui disait ça, tout pouvoir vient de Dieu. C'est-à-dire que vous auriez voulu qu'il fasse un peu comme Franco, remettre un roi déjà? Parce que c'était ça aussi la Révolution, c'était surtout ça même, non? Ah ben, pour De Gaulle, remettre un roi comme Franco, vous savez, Franco il a mis Juan Carlos, mais Juan Carlos, en 1982, il a reçu le prix Charlemagne, qui est la plus haute distinction européiste. Et l'ironie, il a reçu le prix d'un institut qui a pour objectif de détruire les États, dont le sien. Donc on a envie de dire, Juan Carlos est très loin de l'esprit de son ancêtre Saint-Louis, en faisant ça. Ouais. D'accord, mais je comprends mieux pourquoi vous dites que De Gaulle n'était pas catholique selon vous. Moi, il n'était pas disons, il n'y avait pas de logique. Ouais. Quand Saint Pédis disait tout restaurer dans le Christ, avec De Gaulle, on en est loin. Ouais. Quand Saint Paul dit que tout pouvoir vient de Dieu, et c'est ce qui est repris par l'Église, le système républicain depuis 2 siècles, le pouvoir ne vient pas de Dieu, il vient officiellement du peuple, en fait d'une oligarchie, mais qui c'est officiellement sur le papier. Ouais. Donc c'est illogique, on ne peut pas, quand on est catholique classique, être gaulliste. C'est un illogisme. Voilà. Très bien. Alors pour conclure, votre document... Un document, oui, je mettrai un petit bémol parce que une information qui me manque. Alors là, l'information sûre, c'est une information qui est sortie le 28 septembre 2011. C'est tout ce qui est revue de presse de la Commission européenne, qui rappelle qu'un mémorandum a été signé par le représentant turc pour les affaires européennes, qui s'appelle, alors je vais sûrement mal prononcer son nom, Egemen Bajis, et le représentant européen, qui est d'origine sûrement slave, je ne sais pas son pays, Maros Sefcovic. Un mémorandum qui a été signé, mais quel mémorandum, quel contenu? Et les documents qui sont sortis là-dessus disent qu'en fait, le 28 septembre 2011, les représentants turcs et européens ont signé l'accord suivant, accord qui permet aux experts turcs, aux fonctionnaires turcs, de travailler au sein des instances européennes pour tout ce qui est élaboration des textes européens. Alors, là où je mets un bémol, cette information, je n'ai pas pu la trouver sur le site internet des affaires étrangères pour les relations européennes, site turc. Il ne s'y trouvait pas. Pourtant, l'information est officielle dans le domaine de la Commission européenne. Je suis presque sûr que c'est vrai. Je mets un petit bémol. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, on continue à l'insu des peuples qui sont contre, à essayer d'intégrer la Turquie et qui n'en voulaient plus au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je vais en profiter, puisque l'information, je l'ai avec moi. Ouais. Donc, on va pouvoir prolonger quelques minutes. C'est qu'en fait, la Turquie est à cheval entre l'Europe et le Proche-Orient. Ouais. Et il y a, comme on dit, du bisbis avec Israël. Un renversement d'actes. Voilà. Mais la Turquie, malgré tout, la géographie impose à jongler entre l'Ouest et l'Est. Donc, qu'elle soit obligée de faire des concessions ou d'imposer parfois certaines choses, bon. Mais il y a ce qu'on appelle le partage du gâteau. Mais il y a quand même une volonté des représentants turcs et des élites d'intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Dans la théorie, oui. Dans la pratique, ça, j'en suis moins sûr. On parlait tout à l'heure de la Pan-Europe. Ouais. Je rappelle que le premier à avoir reçu le prix Charlemagne en 1950, c'est Richard Koudanov-Kalergi, qui disait qu'il fallait mettre en place une Europe unie, avec une union atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Il disait pour l'Europe unifiée qu'il fallait une Europe unifiée de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie. Donc on voit qu'au sein des élites, c'est acquis. En théorie, dans la pratique, point d'interrogation. Il y a une rivalité entre les élites turques et le reste aussi pour le partage du gâteau et
et comment dire, de la sphère d'influence, en particulier avec Israël, parce qu'Israël joue un grand rôle. Dans mon livre La Fondation Bertelsmann, j'ai évoqué les travaux de Bertelsmann, en lisant avec les think tanks anglo-saxons, pour mettre en place, je cite l'expression, les 3 piliers du judaïsme. La Fondation Bertelsmann, dans ce qu'on appelle le dialogue germano-juif, le Deutsche Jüdischer Dialog, le texte officiel, a mis en place, en lisant avec les élites anglo-saxonnes, le projet de créer un bloc euro-atlantique permettant de rattacher tous les États du sud de la Méditerranée à cet axe euro-atlantique. Ça se fait entre autres dans le cadre des discussions de Kronberg. Quels États par exemple? Tous les pays sud-méditerranéens, Maroc, Algérie, tous. Et d'ailleurs, ça rentre dans le projet de ce qu'on appelle la Commission européenne, qui s'appelle la PEV, Politique européenne de voisinage, dont le but, je cite le texte, est d'intégrer ces pays à l'Union européenne. Et ça n'a rien à voir avec l'Union méditerranéenne de Sarkozy? Ça rentre dans... C'est la même famille. Ouais. Bon. Et dans le dialogue germano-juif lancé par la Fondation Bertelsmann, par un vieux monsieur qui est à l'origine un juif autrichien qui avait fui en 1938 de l'Anschluss, qui est devenu citoyen anglais, il est même fait Lord, il s'appelle Lord George Weidenfeld of Chelsea. Il est dit de mettre en place les 3 piliers du judaïsme, communauté juive nord-américaine, Europe, 2e pilier, et Israël constituant le 3e pilier. Et ces 3 piliers constituant une immense architecture politique, économique et militaire pour faire avancer, j'allais dire, la bête. Et le problème, ce sont les musulmans qui, n'ayant pas la même mentalité, il faut les rentrer dans ce monde-là. Il s'est passé quand même un événement de première main, qui est le site officiel. Vous avez le site officiel de le site officiel de European Jewish Union, l'Union des Juifs d'Europe, qui ont décidé de créer pour la fin de l'année 2011 un Parlement juif européen. Oui, j'ai vu ça, oui. J'ai vu ça. Ce qui, entre nous soit dit, rentre tout à fait dans la logique de la construction des 3 piliers, puisque pour piloter le pilier européen, il faut un organe, et cet organe, c'est ce Parlement juif européen qui va être mis en place. Quel pouvoir croyez-moi, les auront les pouvoirs. 120 personnes. Pas les attribuer. Ah non, mais les instances européennes les ont attribuées. Vous avez eu, je ne connais plus le nom de cette fête juive, vous avez une grande fête juive au sein du Parlement européen avec le président du Parlement européen, Erhard Buzek, je ne sais plus son nom, c'est Buzek, c'est un représentant polonais. Donc la volonté de mettre en place un Parlement juif européen qui va piloter cette construction européenne en liaison avec le bloc nord-américain, puis évidemment avec Israël. J'ai envie de dire, ce n'est pas normal un Parlement juif européen, parce qu'à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un Parlement musulman européen, un Parlement catholique européen, un Parlement protestant européen. Est-ce que au niveau européen, c'est pas la même chose qui se passe au niveau français, par exemple? C'est-à-dire qu'on a commencé à reconnaître des institutions juives, à leur donner du pouvoir, et puis d'autres se sont dit, on va faire la même chose, CRIF, CRAN, CFCM, etc. Et est-ce que là, c'est pas la même chose, mais au niveau simplement européen? Écoutez, ce qui pose les mêmes problèmes. Oui, c'est ce qui se met au niveau européen, puisque vu que les choses se font de plus en plus au niveau de l'Union européenne, c'est logique. Mais je trouverais anormal de voir un Parlement catholique européen se mettre en place. Je dirais, attendez, d'abord... Ou blanc. Je vous dis tout de suite, ça ne se ferait jamais, parce que, par définition, l'Union européenne est anti-catholique. Je vous rappelle, il y a quelques mois de ça, il y a 6 mois, 1 an peut-être, il y a eu sur les racines chrétiennes de l'Europe, un document, pas un document, un agenda qui est sorti avec toutes les fêtes religieuses, juives, musulmanes, bouddhistes, même des religions que je ne connaissais pas, toutes sauf une, catholicisme, quand même embêtant. Et on a refusé de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe. Voilà, alors que quand même quand on est athée ou agnostique, le simple bon sens sont les faits. Après, on pour ou contre. Mais la mise en place de ce Parlement juif européen, je suis désolé, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est du communautarisme. Communautarisme, mais ça rentre dans cette volonté de promotion du sionisme. Ça rentre dans cette volonté de favoriser... C'est là où je serais moins d'accord avec vous, parce que, on le dit, nous on a... Vous avez le droit. Oui, mais on a invité... Non, mais c'est intéressant d'échanger là-dessus aussi, puisqu'on a invité Philippe Carsanti, que vous connaissez peut-être pour l'affaire Al-Doura. Ça a été celui... Et en fait, dans son affaire, il nous a très bien expliqué lors de l'interview que au sein même de la communauté juive, il y a vous aviez des sionistes et des antisionistes, et placés parmi les antisionistes, des gens comme Attali ou Askolovitch ou d'autres, et il citait très clairement les noms. En fait, cette pétition du Nouvel Observateur qui avait signé contre lui pour défendre Anderlin, très clairement. Donc c'est plus compliqué que ça. En fait, entièrement d'accord avec vous, dans ce sens qu'il ne faut pas voir ça comme un bloc monolithique. C'est comme d'ailleurs les dirigeants mondialistes, il ne faut pas voir ça comme un bloc monolithique. Il y a des différends entre le mondialisme anglo-saxon et puis le mondialisme, planétaire, qui ne fait pas de distinction entre les anglo-saxons et les indiens, ou qui veut faire un mélange de tout ça. Vous avez la couverture. Voilà,
En fait, la finalité est la même, mais vous avez des subdivisions. Subdivisions qui sont utiles pour jouer avec des rapports de force qui permettent de faire avancer la chose. Mais toujours dans le même sens. Mais toujours dans un but final commun. Voilà. Ça me paraît être une excellente conclusion pour cet entretien. Merci beaucoup Pierre Hilard d'avoir accepté notre invitation. Bah écoutez, j'ai cédé à votre violence. Merci. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à très bientôt. Profitons-en, notamment sur Internet et grâce à vous. À bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir.